Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici en direct du studio du Printemps des Sciences, dont je vous parlerai dans quelques instants. Donc mon nom est Gilles Guérard, je suis professeur au département d'informatique de la faculté des sciences de l'ULB et je vais vous présenter maintenant les études telles qu'on les conçoit ici en faculté des sciences et le type de métier auquel ça débouche dans le domaine de l'informatique. Donc il s'agit des études en sciences informatiques. Alors je précise bien cela parce qu'il y a d'autres études en informatique qui sont organisées à l'ULB, notamment à l'école polytechnique. Et donc les gens qui sont intéressés par l'informatique peuvent être intéressés par faire une comparaison entre ces différents types d'études. Mais donc ici, il s'agit bien de la faculté des sciences. Alors, l'informatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'informatique, c'est très large et on est tous confrontés à l'informatique. On est tous utilisateurs de l'informatique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que Instagram, ce que c'est que Twitch, ce que c'est que Twitter, ce que sont les jeux vidéo. Nous utilisons tous l'informatique d'une manière ou d'une autre. Mais l'informatique et devenir informaticien, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que ce n'est pas seulement devenir un meilleur utilisateur de l'informatique, mais c'est passer de l'autre côté du miroir et être capable de concevoir toutes ces solutions informatiques. Alors, l'informatique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Donc, c'est la science qui va étudier le traitement automatique de l'information. Donc, qui dit traitement automatique dit à l'aide d'une machine, mais ça ne veut pas dire forcément que l'informatique, elle se concentre sur la machine, elle se concentre sur l'ordinateur. C'est une science qui va donc étudier le traitement automatique de l'information, d'où son nom. Et je vous montre cette petite citation rigolote ici d'un des principaux responsables de la Free Software Foundation qui dit « La science informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes ». Donc forcément, un astronome, il va avoir besoin des télescopes pour faire son travail, il va avoir besoin de la machine, il va comprendre comment elle fonctionne, mais ce n'est pas forcément son objet d'étude principal. C'est un petit peu la même chose pour l'informaticien, qui va étudier la bonne manière de traiter l'information de manière automatique, mais qui ne va pas forcément être entièrement concentré sur la machine en tant que telle. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de comprendre, parce que parfois, on entend dire que l'informatique, finalement, c'est passer son temps à chipoter à l'intérieur d'une machine, et il y a des gens que ça peut rebuter. Non, c'est pas forcément ça, en tout cas pas de la façon dont on le conçoit ici à l'université. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre que l'informatique est partout. Prenons un exemple simple, on veut commander un livre ici par exemple sur le site des presses universitaires de Bruxelles, on veut commander un livre sur Internet et qu'est-ce qui se passe quand on veut commander un livre sur Internet? Eh bien le marchand il doit maintenir une banque de données, une base de données de tous les produits disponibles, de tout son stock. Ça peut être gigantesque, il peut y avoir des millions de produits à disposition. Alors vous devez bien vous douter que pour arriver à accéder à ces données de manière rapide, de manière efficace, il y a un très gros travail derrière. Comment est-ce que je vais organiser les données? Donc il y a là derrière des métiers de l'informatique qui sont l'analyste ou l'architecte des systèmes d'information qui vont réfléchir à la manière d'organiser ces grandes quantités de données pour les manipuler à l'aide de programmes qui sont des programmes de gestion de bases de données, de banques de données. Il faut pouvoir accéder à ces données de manière efficace. Quand vous faites une commande et qu'il y a des milliers, des millions de livres dans lesquels il faut faire une recherche, il est bien entendu que l'ordinateur qui va vous fournir les résultats, il ne va pas parcourir toute la liste des livres disponibles pour essayer de trouver celui qui vous intéresse. Il y a une manière beaucoup plus efficace d'organiser les données pour y accéder de manière efficace. Et là, il y a de la recherche encore active aujourd'hui, et notamment à l'ULB, en algorithmique pour essayer de voir comment on peut organiser ces données. Et ensuite, une fois qu'on a des solutions au niveau algorithmique, c'est un petit peu comme des recettes de cuisine, il faut ensuite les traduire en véritables programmes qui vont être exécutés sur les machines. Et donc, on a besoin là derrière de programmeurs. Mais donc, l'informatique, ce n'est pas que la programmation. Il y a aussi des questions plus fondamentales derrière. Il y a aussi des ingénieurs systèmes qui doivent concevoir le système informatique, l'ensemble des serveurs, comment sont-ils connectés entre eux, où sont-ils répartis dans le monde, comment accède-t-on à l'information pour pouvoir faire fonctionner la banque de données, la base de données et le site web qui permet d'y accéder. Alors, une fois que mon vendeur veut vendre son livre, il doit fixer un prix pour le livre. Alors, fixer un prix, c'est finalement quelque chose qui amène aussi toute une série de questions. Forcément, si je vends mon livre beaucoup plus cher que la concurrence, je vais en vendre moins, mais je vais faire un profit plus important sur chaque livre qui est vendu. Si je le vends très peu cher, je risque d'en vendre beaucoup plus, mais par contre, le profit par livre va être beaucoup plus faible. Donc, on voit qu'il y a toute une série de choix qu'on peut faire, et il y a un domaine de recherche, de nouveau encore très actif, notamment à l'ULB, qui est le domaine de l'optimisation, qui permet donc de faire des choix
optimaux tout en tenant compte d'une série de contraintes. Et parfois, ces contraintes, elles sont tellement nombreuses et elles sont tellement complexes qu'un être humain n'est pas forcément capable de faire le meilleur choix à l'intérieur de toutes les contraintes. Et on a besoin de logiciels informatiques et qui sont des logiciels qui ne sont pas triviaux du tout parce qu'il y a énormément de choix possibles. Et de nouveau, on ne peut pas se contenter de regarder tous les choix possibles et de garder le meilleur. Il faut des méthodes plus intelligentes que ça. Et ça, ce sont des méthodes qui ont évidemment beaucoup d'applications dans l'industrie, chaque fois qu'il y a des choix à faire. Alors, une fois qu'on a fait notre choix, on va vouloir payer ce livre et donc on va typiquement utiliser une carte de crédit, un moyen de paiement électronique pour transférer notre paiement vers le serveur du marchand. Alors évidemment, tout ça, ça pose de nouveau toute une série de questions. Toutes les communications avec le marchand doivent rester confidentielles. Il est hors de question que si quelqu'un s'est introduit sur votre réseau Wi-Fi et peut regarder les données qui circulent sur votre réseau Wi-Fi, il est hors de question qu'il soit capable d'en déduire votre numéro de carte de crédit et qu'il puisse faire des achats avec votre numéro de carte de crédit à votre place. Donc il faut pouvoir identifier le client de manière sûre. Il faut pouvoir garder toutes les transactions confidentielles. Et donc là, il y a toute une série de questions auxquelles répondent les experts en sécurité en informatique et en cryptographie. Et à nouveau, là, on est dans un domaine de recherche très actif, qui a des connexions avec les mathématiques, qui a des connexions avec la théorie des nombres, et qui sont des choses sur lesquelles il y a des gens qui travaillent aussi à l'ULB et qu'on aborde dans ces études de sciences informatiques. Alors, une fois qu'on a payé notre livre, évidemment, il va falloir le livrer chez nous. Alors peut-être qu'il va être envoyé depuis l'autre bout du monde et qu'il va transiter en avion. Peut-être qu'il y aura un camion qui est, dans un futur proche, qui sera un véhicule autonome qui va amener ce paquet chez nous. Alors, de nouveau, là, il y a plein d'informatique. Si vous regardez ici ce que je vous montre, qui est le cockpit d'un Airbus 380, eh bien, si vous regardez ça attentivement, on a bien envie de lancer une petite partie de jeu vidéo là-dessus, de jouer à Fortnite peut-être, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des écrans, on a un clavier, on a un joystick, on a vraiment l'impression d'être face à un ordinateur. Pourtant, c'est le cockpit d'un avion. Et donc, je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'il y a toute une série de systèmes informatiques de contrôle à bord des avions, qui font voler l'avion, qui contrôlent sa trajectoire, qui le font décoller, qui le font atterrir. Et donc, de nouveau, ça pose énormément de questions. Comment arriver à réaliser des systèmes de contrôle qui soient sûrs, qui soient performants, dans lesquels il n'y a pas de bugs, dans lesquels les réponses sont fournies à temps. Si le système doit corriger la trajectoire de l'avion, il faut qu'il le fasse avant que l'avion se soit écrasé, par exemple. Et donc tout ça, c'est tout le domaine de ce qu'on appelle les systèmes embarqués ou les systèmes informatiques enfouis, qui sont des systèmes informatiques qui se trouvent dans une machine plus large, dans une application plus large, et qui doivent répondre à des critères de sûreté et de performance qui sont beaucoup plus exigeants que ce qu'on peut retrouver sur un ordinateur classique. Et donc, il y a toute une série de méthodes qui sont développées. Ça fait aussi l'objet d'une recherche active. À titre personnel, c'est mon domaine de recherche ici à l'ULB. Et donc, on a aussi des équipes qui travaillent sur ces questions-là. Et puis, bien sûr, les véhicules autonomes, les voitures autonomes, ça, c'est un grand domaine d'application dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technique pour faire en sorte que ces véhicules apprennent la bonne manière de se comporter sur la route pour rester sûrs? On a aujourd'hui des algorithmes d'apprentissage qui permettent à un ordinateur d'apprendre le comportement qu'il doit adopter pour atteindre un certain objectif. Et à ce sujet, je vous invite ce vendredi 26 à 10h à venir assister à un live qui s'appelle « Et demain, l'intelligence artificielle nous dépasse » sur la chaîne YouTube d'InfoScience, où vous aurez l'occasion de voir différents chercheurs en intelligence artificielle de l'ULB présenter leurs recherches, mais aussi vulgariser un petit peu certains concepts de base pour bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc de nouveau, encore un domaine de l'informatique très important qui va avoir une grande influence dans notre vie dans le futur proche et qui fait l'objet d'une recherche active aussi ici à la Faculté des Sciences, notamment à l'ULB, mais aussi à d'autres endroits, à l'École Polytechnique également. Donc vous voyez que l'informatique, c'est vraiment quelque chose qui est présent partout, dans énormément de domaines d'application et avec énormément de problèmes différents. Et un informaticien qui sort ici de la Faculté des Sciences, il doit être à même d'aborder, d'appréhender tous ces domaines d'application et donc d'avoir à sa disposition tout un panel de méthodes et de techniques qui lui permettent de résoudre ce type de problème. Alors, pour vous montrer un petit peu le type de démarche et le type de problème qu'on peut avoir à aborder dans le domaine des sciences informatiques, je vous propose de regarder un exemple simple de problème. C'est vraiment un exemple parmi d'autres. Imaginons qu'on ait envie d'écouter de la musique. Et la musique aujourd'hui, elle est numérisée partout. On l'écoute, alors peut-être avec des CD encore pour certains d'entre vous qui utilisent ça, mais sinon vous utilisez peut-être votre téléphone pour écouter de la musique, que ça soit en ayant les fichiers sur votre téléphone ou bien en streaming.
Et donc tout ça, c'est de la musique numérique, c'est de l'information informatisée. Et 1 heure de musique, ça correspond à peu près à 700 mégaoctets d'information. C'est à peu près la taille d'un CD. Hein. C'est comme ça qu'on a conçu la taille du CD, c'est pour tenir à peu près 1 heure de musique. Or, quand on l'écoute sur son téléphone ou quand on la fait passer en streaming, on essaye de diminuer la taille de cette musique et ça tient sur à peu près 100 mégaoctets. Il y a moyen de réduire il y a moyen de diviser par 7 la quantité d'informations tout en continuant à entendre sa musique, ce qui permet d'économiser la bande passante, par exemple, sur votre forfait 4G, 5G bientôt quand vous écoutez votre musique. Alors comment c'est possible? Parce que c'est la même musique qu'on entend, mais on la fait tenir dans moins de place, dans moins d'informations. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce type de questions. Et les chercheurs en informatique ont en fait développé ce qu'on appelle des méthodes de compression. Donc, qu'est-ce que c'est une méthode de compression? C'est une méthode qui permet de faire tenir une même quantité d'informations sur moins de place, d'accord, sur moins de mégaoctets. Et donc ça peut être utilisé pour la musique, mais aussi pour les images, par exemple, les images que vous produisez avec votre appareil photo sur votre smartphone. Alors, pour illustrer ça, on va essayer de comprendre une de ces méthodes qui fonctionne sur du texte, pas sur la musique ou des images, mais sur du texte, parce que c'est plus facile à expliquer. Donc je prends ici un texte qui sont en fait les premières lignes d'un livre que vous avez certainement tous lu à l'école secondaire. Et donc l'objectif ici, c'est d'arriver à faire tenir ce texte, de le représenter comme une séquence de 0 et de 1, puisque vous savez bien que les ordinateurs manipulent l'information sous forme de 0 et de 1. Et je veux que cette séquence de 0 et de 1 soit la plus petite possible, que j'utilise le moins de chiffres possible pour la représenter, parce que ça fera moins d'informations, qui doivent circuler sur le réseau, par exemple, si je veux télécharger ce texte. Alors, comment est-ce que je peux représenter un texte à l'aide de 0 et de 1? Une première idée simple consiste à dire, je vais fixer une taille, un certain nombre de chiffres pour chacune de mes lettres, et je vais choisir un code à l'aide de ces chiffres, de ces 0 et de 1, pour représenter chacune de mes lettres. Donc ici, j'ai choisi de représenter chacune de mes lettres par un code à 8 chiffres, 8, 0 ou 1, une séquence de 8, 0 ou 1. Et par exemple, le A, c'est 8, 0. Le B, c'est 7, 0 suivi d'un 1. Le C, c'est 6, 0 suivi d'un 1 suivi d'un 0. Donc j'ai une représentation qui est différente pour chacune de mes lettres. Et donc pour chacune de mes lettres, j'ai une représentation en termes de 0 et de 1. Et si vous me donnez une longue séquence de 0 et de 1, je peux retrouver le texte simplement en découpant en petits morceaux de 8 chiffres et en utilisant ma table ici pour retrouver le texte de départ. Alors mon texte de départ, il faisait 258 caractères. J'ai 8 chiffres, 8 symboles par caractère. Ça me fait donc une représentation qui tient sur 2064 symboles, 2064 0 et 1. Alors c'est ça que je veux diminuer. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Eh bien, il y a une idée qui est due au monsieur que vous voyez ici, qui est décédé en 1999, 1925, 1999. C'est une idée qu'il a présentée en 1954. Donc l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui était vraiment à ses débuts. C'est David Hoffman. Et il a présenté une idée qu'on utilise notamment aujourd'hui dans le standard MP3 qui permet de représenter de la musique de manière compressée. Et son idée, c'est simple, c'est de dire je vais utiliser un code plus court pour un caractère qui se répète plus souvent. Donc par exemple, dans mon texte, le caractère qui se répète le plus souvent, c'est l'espace. Il apparaît 49 fois, donc je vais utiliser un code très court. Je vais utiliser le code 11. Le E, qui est une lettre qui apparaît beaucoup en français, donc qui apparaît beaucoup dans mon texte, il apparaît 48 fois. Je le représente avec 2 symboles 1, 0. Le J, par contre, qui n'apparaît que 3 fois dans mon texte, lui, je vais utiliser un code qui est beaucoup plus long, ici avec 7 symboles. Et donc forcément, puisque ces caractères-là apparaissent souvent et qu'ils ont une représentation courte, je peux espérer avoir pour tout mon texte une représentation très courte. Et ça marche. J'arrive à faire tenir mon texte maintenant sur 965 symboles, c'est-à-dire que j'ai divisé par 2 la représentation de mon texte, avec cette idée-là. Alors évidemment, la question c'est de savoir, oui, mais comment je fais pour choisir la représentation maintenant de chacun de mes caractères? C'est pas trivial. Donc il y a vraiment une technique, il faut construire une structure d'arbre ici qui permet de trouver la bonne représentation pour tous mes caractères, qui permet ensuite de retrouver le texte. Mais donc il y a des techniques qui existent et qui permettent ainsi de compresser le texte, de le représenter sur moins de place. Et donc ça c'est typiquement le genre de choses que vous pourriez être amené à étudier dans les cours en sciences informatiques. Alors ça c'est une première idée. Parce qu'avec ce code de Huffman, on va retrouver exactement le texte de départ, mais peut-être qu'on pourrait accepter de perdre un petit peu d'informations. Peut-être qu'en acceptant de perdre un petit peu d'informations, on va encore réussir à réduire davantage. Alors ça, c'est peut-être pas une bonne idée pour le texte, mais par contre, pour une image, ma foi, si le bord de l'œil du tigre ici est un petit peu plus flou, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte parce que vous allez regarder quand même sur un petit écran de smartphone ou ici de loin sur cet écran. Et donc, je vais perdre de la qualité, mais j'ai peut-être gagné en place en échange, et finalement, c'est pas très grave.
Alors, quel est le rapport entre cette image qui utilise une compression destructive pour être représentée, c'est la technologie JPEG que vous utilisez certainement sur votre appareil photo numérique, et cette horrible formule mathématique que je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais elle est horrible, donc ce n'est pas si grave. Eh bien, tout simplement, cette formule mathématique, on la doit à un mathématicien français du 19e siècle, qui est Joseph Fourier, et c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Donc, c'est un objet mathématique, une technique mathématique qui est très importante et qui date évidemment de bien avant l'invention de l'ordinateur. On parle du 19e siècle ici. Et elle est utilisée notamment pour faire de la compression destructive dans un standard comme JPEG pour les images, ou dans un standard comme MP3 pour le son, ou même pour la vidéo. Vous êtes occupé à regarder cette vidéo en streaming ou en enregistrement, et donc la vidéo est compressée pour être transmise sur le réseau, et ce type de technique est utilisé. Il y a de la compression destructive pour faire tenir cette vidéo dans moins d'espace, pour sauvegarder de la bande passante, et tout en gardant une qualité qui est acceptable pour que vous puissiez m'entendre, me comprendre et voir les slides que je vous présente. Et donc on a vraiment plus d'un siècle de travail et de recherche qui permettent d'arriver aux technologies qu'on utilise aujourd'hui, qu'on a tous dans notre poche, dans notre smartphone. Donc vous voyez qu'on est dans cette démarche-là, on est bien au-delà de l'utilisation, de la super utilisation d'un outil informatique. On est vraiment occupé à se poser des questions. Comment est-ce qu'on conçoit ces outils pour arriver à les faire fonctionner et à résoudre des problèmes qui sont importants et qu'on a besoin de résoudre aujourd'hui avec la technologie qu'on a. Alors, maintenant que j'ai essayé de planter un peu le décor, je vais vous parler un petit peu des études pour terminer cette présentation. Donc la formation à l'ULB, comme toutes les formations universitaires, elle commence par un BA en 3 ans. Donc vous avez un premier BA, bloc 1, qui est votre première année. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la poursuite du cursus. Vous avez 2 blocs. Donc vous avez à chaque fois 60 crédits de cours de TP de projet à réussir. Donc ça fait à peu près 3 ans. Et ensuite, vous avez un master où il y a également 2 blocs, donc 2 ans, 2 fois 60 crédits. Et dans le domaine de l'informatique, en faculté des sciences, il y a 3 masters principalement qui sont intéressants. Il y a le master en sciences informatiques, le master en bioinformatique et modélisation et le master en cybersécurité. Alors, le bachelier en sciences informatiques, je vous ai essayé de vous représenter ici à peu près comment se représentaient les 180 crédits, les 180 crédits du bachelier, qui fait donc 3 ans. Mais vous voyez que sur les 180 crédits, il y a 100 crédits d'informatique. Donc, essentiellement, vous allez avoir dans le bachelier en sciences informatiques des cours d'informatique, de l'informatique de base, de la programmation, de l'algorithmique, des banques de données, des réseaux. Vous allez avoir quand même une bonne formation en maths, 30 crédits sur 180. Ça, c'est important parce que, à nouveau, on développe ici une approche scientifique. Et donc, évidemment, les mathématiques, elles sont essentielles pour toute approche scientifique. Et donc, il y a notamment un gros cours de maths en première année, mais il y a d'autres cours de maths, de statistiques, de probabilité, de mathématiques distraites qui arrivent après dans les autres années. Et puis, il y a aussi un petit peu de cours de langue, des cours d'anglais, des cours de physique qui tournent essentiellement autour de l'électricité et l'électronique, et puis des options au choix. Alors, le master en sciences informatiques, qui est donc un des 3 masters dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un master qui est enseigné en anglais. Donc, on souhaite que les étudiants aient à la fin du master une compréhension, une maîtrise opérationnelle de l'anglais, que vous soyez suffisamment à l'aise avec l'anglais que pour pouvoir travailler dans un environnement où on vous demande de maîtriser l'anglais. On ne sait pas de faire de vous, évidemment, des spécialistes de la langue anglaise, mais que vous en ayez une maîtrise qui est vraiment opérationnelle sur votre lieu de travail. Alors, sur les 120 crédits maintenant que compose le master, qu'est-ce qu'on a? On a un tronc commun de 40 crédits, on a une grande place qui est laissée aux options de 45 crédits. Donc là, évidemment, dans votre master, c'est un petit peu plus à la carte que dans le bachelier. On a un mémoire, évidemment, à l'université, tout le monde doit faire un mémoire qui vaut pour 20 crédits. Et il y a un stage optionnel en entreprise, en dernière année, qui vaut pour 15 crédits. Alors, nous avons également un autre master qui est le master en cybersécurité, qui est un master qui a la particularité d'être co-organisé par plusieurs universités et hautes écoles. Donc nous avons l'ULB, nous avons l'UCL, nous avons l'université de Namur, nous avons l'école royale militaire, nous avons la HE2B et la HELB qui sont 2 écoles supérieures de la région de Bruxelles. Et c'est un master qui forme des professionnels en sécurité en informatique et qui se concentre principalement sur la cryptographie, donc comment cacher les données quand on les transmet, de manière à ce qu'une personne non autorisée ne puisse pas y accéder, les systèmes et les réseaux, les aspects éthiques, humains et légaux de la sécurité informatique, la gestion de la sécurité et les logiciels sécurisés. Donc c'est vraiment un master dans lequel il y a un corps des bases général en informatique, mais qui se concentre vraiment sur le métier de la sécurité en informatique, qui devient de plus en plus important aujourd'hui dans le monde de l'entreprise.
Et enfin, nous avons également en faculté des sciences un master en bioinformatique et modélisation. Donc ça, c'est un master qui apprend aux étudiants, d'une part, les problèmes de la biologie, et d'autre part, les techniques de l'informatique. Alors, ça peut sembler étrange, hein, pourquoi est-ce qu'on essaye de mêler la biologie et l'informatique? On parle aujourd'hui beaucoup d'un certain coronavirus. Pour pouvoir concevoir le vaccin qu'on utilise aujourd'hui contre ce coronavirus, on a eu besoin du code ADN du virus. Et le code ADN du virus, c'est une longue séquence de lettres, hein, ACGT. Et donc, c'est une grande quantité d'informations qu'on a dû extraire et qu'on a dû manipuler à l'aide d'ordinateurs. Donc on a besoin de gens qui comprennent à la fois les problèmes de la biologie et les solutions de l'informatique pour répondre à ces problèmes de la biologie. Et de plus en plus, l'informatique et le traitement informatique des données est important dans le domaine de la biologie. C'est un master, de nouveau 220 crédits, qui est accessible aussi bien aux bacheliers en informatique qu'en biologie, avec des cours de rattrapage dans un domaine ou l'autre en fonction du bachelier dont vous venez. Et j'ajoute que nous avons également un master complémentaire, donc ça c'est un master qu'on fait après un autre master en Big Data. Donc le Big Data, c'est comment gérer les grandes quantités de données et comment exploiter les grandes quantités de données, à nouveau quelque chose qui est très important dans le domaine de l'entreprise aujourd'hui. Et nous avons également d'autres masters en faculté des sciences qui sont accessibles moyennant des compléments à partir du bachelier en informatique. Voilà, alors j'en profite pour vous rappeler que cette semaine, c'est la semaine du Printemps des sciences dans toutes les universités francophones, mais en particulier à l'ULB. Donc, comme je vous l'ai dit au début, je suis ici dans le très beau studio du Printemps des sciences. Donc, il y aura vendredi à 10 h, je vous rappelle, un live sur l'intelligence artificielle sur la chaîne YouTube d'Inforscience. Il y en aura d'autres. Donc, je vous invite à aller consulter la page web ulb.be/printemps du Printemps des sciences. Regardez toutes les activités qui restent encore cette semaine et bien de nous rejoindre sur les lives ou de venir regarder les vidéos plus tard. Vous pouvez également voir sur cette page web les différents projets qui ont été réalisés par nos étudiants, notamment par des étudiants d'informatique en BA3, dans le cadre de l'exposition des sciences. Et donc vous verrez le type de projet, le type de matière sur lequel nos étudiants travaillent dans le cadre de leurs études et le niveau de compréhension qu'ils sont capables d'acquérir et ce qu'ils sont capables de faire en matière de vulgarisation. Vous verrez, il y a vraiment de très très beaux travaux et je les félicite d'ailleurs. Et je vous rappelle que si vous avez des questions sur ces études en informatique, vous êtes les bienvenus pour venir discuter avec nos informateurs via Teams, via le stand virtuel de la Faculté des Sciences à l'adresse sciences.brussels/jpo21-info. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Gilles, une seconde. Nous avons quelques petites questions pour toi. Nous avons des questions. Eh bien, je vous écoute. Et donc, on m'entend également dans la conférence. Quelle différence y a-t-il entre les sciences informatiques et les études d'ingénieur en informatique? Alors, la différence principale va se trouver au niveau du bachelier. Donc ça, je vous invite à aller voir les programmes qui sont sur le site web de l'université. Si vous commencez des études d'ingénieur à l'École Polytechnique de Bruxelles, vous allez faire un bachelier d'ingénieur, c'est-à-dire vous allez faire un bachelier qui est très généraliste, ça c'est la caractéristique des études d'ingénieur. Vous allez avoir beaucoup plus de cours de maths, de physique, de chimie, toutes les sciences de l'ingénieur. Et finalement, vous allez avoir proportionnellement moins de cours d'informatique, principalement en fin de BA3. Alors évidemment, l'avantage de faire ça, c'est qu'après, vous pouvez choisir tous les masters d'ingénieurs, tandis que ici, vous allez avoir un bachelier où vous allez directement faire de l'informatique, comme je l'ai montré, 100 crédits sur les 180 crédits d'informatique, et vous avez ensuite accès principalement au master en informatique. Alors, le contenu des masters en sciences de l'ingénieur et en sciences sont sensiblement communs en informatique. Donc là, je vous invite à aller voir les programmes. Bon, merci. Et alors, une autre question. Quelle est la différence entre les formations d'informaticiens à l'ULB, à l'UCL ou à l'UE-Liège? Je pense que du point de vue des contenus, la direction sera la même. Hein. Je veux dire, les bases de la science informatique, les bases sont les mêmes partout. On a des collègues qu'on connaît très bien dans ces différentes universités. On sait très bien le genre de choses qu'ils enseignent. C'est un petit peu les mêmes bases. Après, moi, je vous invite à aller comparer les programmes, à aller comparer les contenus des programmes, mais je pense que ça va être sensiblement similaire. Alors, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne donne pas de mauvaises informations pour mes collègues de Liège ou de l'UCL, à Liège, une bonne partie de la formation se fait principalement comme une formation d'ingénieur. Donc, à les comparer.
aller comparer, aller voir dans quelle faculté ça se fait et quels sont les contenus, mais dans l'esprit, ça sera essentiellement la même chose. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Très bien. Donc, si vous avez encore des questions, je vous invite à rejoindre le stand virtuel de la Faculté des Sciences via Teams. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas les vidéos du Printemps des Sciences. Merci beaucoup.